Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV. Nous sommes lundi, lendemain de la mort par noyade d'au moins 10 jeunes à Malika. La réaction du chef de l'État, Macky Sall, déclare que ce drame est intolérable. Si les vacances et les Sénégalais veulent se sentir en sécurité à la plage, vous les entendrez en début de journal. La création d'emplois pour les jeunes se concrétise à Podor. Macky Sall a octroyé un financement de plus d'1 milliard de francs CFA aux femmes et aux jeunes de la région avant d'annoncer la création prochaine d'au moins 1000 emplois salariés. L'actualité de ce lundi, c'est aussi cette nouvelle étude qui révèle les fâcheuses conséquences de la crise sanitaire sur la santé de la reproduction. Énormément de jeunes sexuellement actifs ne fréquentent presque plus les structures de santé. Les conséquences, vous l'aurez deviné, grossesse non désirée ou encore maladies sexuellement transmissibles. La mort d'une dizaine de jeunes par noyade est intolérable. C'est par ces mots que le chef de l'État Macky Sall a déploré ce qui s'est passé hier à Malika. Une noyade en masse sur des plages pourtant interdites à la baignade. Sécuriser davantage ces plages, c'est ce que réclament ces Sénégalais rencontrés par nos reporters. Un reportage signé Mamadou Dian sur des images de Séléman Diallo. Un calme plat règne sur les plages. L'affluence n'est pas au rendez-vous. Ce matin, quelques-uns viennent pour des séances de sport, d'autres, des élèves qui se défoulent pendant les heures perdues. La recrudescence des cas de noyade inquiète le rapporteur de la commission de l'environnement du HCCT, venu faire du sport, mais ce ne serait pas lié à la privatisation de certaines plages. Je ne suis pas d'accord avec cette thèse, d'autant plus qu'on sait qu'il y a des plages qui sont autorisées à Yoff, n'est-ce pas? Ailleurs également aussi, il y a des plages qui sont autorisées. Et l'État a recruté, au moins les collectivités locales, ont recruté des maîtres nageurs qui surveillent 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Donc ces plages-là ne sont pas du tout privées. Maintenant, peut-être qu'il existe des plages privées, ça moi je n'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je sais qu'il y a des plages qui sont autorisées à la baignade, mais qui ne sont pas payantes, qui ne sont pas privées. La baignade est autorisée à la plage derrière la Cour suprême. Ici, on peut trouver des maîtres nageurs et des surveillants. Vous voyez, ils ne sont toujours pas là. Tous les jours, c'est comme ça. Les maîtres nageurs, ils viennent en retard. Moi, je fais tout mon possible pour surveiller en attendant qu'ils soient là. Cet élève au lycée Maurice Delafosse fréquente rarement cette plage sur la corniche ouest de Dakar. Les cas de noyade l'inquiètent. Elle appelle à la prudence. Augmenter la sécurité dans la mer. Ceux qui viennent fréquenter la mer, je vois que s'il y a de sécurité, c'est pas grave. Mais si tel n'est pas le cas, je lui conseille à ne pas se laver dans la mer. Près d'une dizaine de jeunes ont perdu la vie dans les plages durant ce week-end. Merci beaucoup Mamadou Dian pour ce reportage. On retiendra d'abord de la deuxième journée de la tournée économique du président de la République dans le nord du Sénégal. Ce financement accordé aux femmes et aux jeunes de la région de Podor. 1,9 milliard de nos francs décaissés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. Et ce n'est pas tout. Macky Sall annonce au moins 1050 emplois salariés et plus de 400 bons de formation. On l'écoute. Dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi, vous pouvez retenir ici à Podor que vous aurez un financement 1,9 milliard pour le financement des femmes et des jeunes dans le département de Podor, mais également vous aurez 1050 emplois salariés et 441 bons de formation professionnelle. Vos tailleurs,
les tailleurs du département de Podor, dans le cadre de la subvention pour les tenues scolaires, auront 332 millions de francs CFA pour confectionner les tenues scolaires. Je pourrais être très long puisque je ne voudrais pas passer en revue. Une deuxième journée également marquée par plusieurs inaugurations. D'abord les tronçons Ndioum Khalouar d'Emet ou encore Médine Ndiatbé Pété. Le coût global de ces infrastructures est estimé à 166 milliards de francs CFA. Macky Sall a également inauguré l'espace numérique ouvert de Podor de nos envoyés spéciaux Amagoro Bernian et Sédina Mbaye. Première étape de cette deuxième journée, Diatar. Ici, le président lance les travaux de la route Diatar-Alouar. Après cette étape, direction Ndioum pour l'inauguration de la route Ndioum-Alouar d'Emet d'une distance de 60 km. Des infrastructures qui vont contribuer au désenclavement des localités concernées pour plus d'équité sociale. J'ai lancé les travaux de la route Diatar-Khalouar. J'ai également lancé les travaux de la dorsale tout à l'heure électrique Ndioum-Linguère, longue de 170 km, et la bretelle sur le chemin de Ndioum qui va relier désormais la nationale 2. J'ai visité le chantier du tronçon qui a été réceptionné, Ndioum Madina Ndiadbé, qui fait partie de la RN2. Mais j'ai fait la nouvelle route Madina Ndiadbé Kaskas. Et demain, je vais inaugurer l'axe Kaskas-Saldé-Pété qui va à Boké-Dialoubé. J'ai inauguré également dans l'après-midi l'axe routier Ndioum Khalouar d'Emet Dara Halebe. Le cortège présidentiel est accueilli partout par les populations. Occasion unique pour d'autres de faire entendre leurs doléances. C'est le cas des producteurs d'oignons de la vallée qui craignent une mévente de leurs produits. Une doléance entendue par le président de la République. En venant, j'ai rencontré des paysans désorientés, producteurs d'oignons. Je voudrais leur donner l'assurance que le gouvernement ne les laissera pas voir leur production pourrir. Je vais instruire ainsi le ministre du Commerce ainsi que les membres du gouvernement à trouver des solutions urgentes pour qu'il n'y ait aucune mévente pour la production de cette année. Donc soyez rassurés. Par ailleurs, le président de la République a procédé à l'inauguration de l'espace numérique ouvert ENO du département de Podor. Une tournée économique aux allures d'une campagne électorale, c'est du moins la conviction de la présidente du mouvement Defli Lawar, également membre du M2D et du FNR. Yacine Fall estime que ce déplacement du chef de l'État n'est pas opportun. D'autres sujets politiques, notamment abordés avec Migui Maramdia, et regardez. Le président de la République continue sa tournée économique au nord du pays. Une tournée, plusieurs interrogations aux yeux de l'économiste Yacine Fall. Pour la présidente du mouvement Defli Lawar, c'est une activité purement politique. Si le chef de l'État va au niveau local, c'est tout à fait normal, mais qu'il fasse une campagne, qu'il annonce une campagne politique et qu'il l'appelle une campagne économique dans des zones où il n'y a pas d'eau, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé. Donc je pense que cet argent-là aurait pu être dépensé autrement que de faire une campagne politique. Et à chaque fois que le président s'est rendu quelque part, qu'est-ce qu'il dit? Mettez-vous ensemble, présentez une candidature unique pour les locales. Donc je pense que c'est quand même disgracieux de sa part. Macky Sall est donc en train de tâter le terrain avant 2022, mais l'opposition ne compte pas rester les bras croisés selon ce membre du mouvement pour la défense de la démocratie. Yacine Fall annonce même des discussions entre le M2D et le Front de résistance nationale pour une liste unique.
Nous sommes en discussion entre en fait, les deux pôles qui sont aujourd'hui les deux grands pôles d'opposition, le MDD et le FRN. Cette discussion-là a été entamée même bien avant l'annonce de la date des élections locales, donc pour une plateforme commune d'action. Et je pense que cette plateforme commune d'action, certainement, pourrait donner la possibilité de créer donc, une ou deux listes communes au sein de l'opposition. Le M2D, un mouvement né au lendemain des événements du mois de mars dernier, des événements qui avaient causé la mort de 13 personnes, mais l'enquête est au point mort, regrette Yacine Fall. C'est regrettable de voir que jusqu'à présent, une enquête indépendante digne de ce nom, n'a pas été initiée par l'État pour situer les responsabilités des personnes qui ont tué 13 personnes parmi les manifestants. Si l'État prend son temps, connaissant cet état, donc nous disons que c'est parce que l'État veut protéger des personnes. Et ça, c'est quand même tout à fait désolant et regrettable et scandaleux de la part d'un État qui prétend promouvoir l'État de droit. En attendant les conclusions de cette enquête, le mouvement pour la défense de la démocratie poursuit ses actions. Un rassemblement est prévu le 23 de ce mois après celui de vendredi dernier. Et pour clore ce chapitre sur cette tournée économique, notez que Macky Sall a procédé cet après-midi à l'inauguration de l'hôpital Abdou Cissé Kane des Agnam, une infrastructure sanitaire évaluée à 2 milliards de francs CFA. Il s'agit là d'un joyau qui vient relever le niveau du plateau médical de la zone nord et l'infrastructure porte donc le nom de Abdou Cissé Kane, premier président de la communauté rurale des Agnam. Et voici à présent une nouvelle étude réalisée sur les conséquences de la pandémie de Covid-19. Annoncé en titre, l'accès des jeunes aux structures, aux services de santé de la reproduction a connu de fortes perturbations. C'est en raison notamment des restrictions notées dans les structures de santé. Et Mamadou Lamine Fati partage avec nous les conclusions de cette enquête. L'accès des jeunes à la santé de la reproduction en période de pandémie de Covid-19 préoccupe l'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et de la planification familiale au Sénégal. C'est dans ce cadre qu'une étude a été commanditée. L'étude a montré plusieurs résultats sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Aujourd'hui, les résultats ont montré qu'il y a eu quand même des insuffisances en termes d'offres de services au niveau des centres de santé, qui est dû quand même à l'impact de la Covid-19, notamment sur les restrictions liées au rassemblement, le nombre de personnes à prendre en charge au niveau des consultations, mais également aussi la faible fréquentation des jeunes au niveau des structures de santé dans ce contexte de Covid-19, lié surtout à la désinformation, en tout cas qu'on a noté dans la pandémie à Covid-19. 3 communes de Guédiawaye concernées par cette étude, Médina Gounass, Ndiarème Limamoulaye et Ouakhidan Nimzat. Après le partage des résultats, les autorités locales de ces communes s'engagent à améliorer les conditions d'accès des jeunes aux services de santé. En ce sens que je vais proposer à ce que cette étude soit mise à la disposition véritablement donc des collectivités territoriales que nous sommes en tant que maire, pour que nous nous en approprions, mais aussi faire en sorte que les autorités sanitaires, à savoir l'ICP, le médecin-chef, puissent aussi davantage comprendre l'importance véritablement d'orienter nos actions dans ce sens-là. Et donc il nous reviendra au retour donc, de voir dans l'avenir, en orientant ou bien en faisant nos actions liées à la santé, comment on peut véritablement faire en sorte que permettre aux postes de santé de prendre donc, dans nos actions véritablement ces questions qui nous semblent être d'une importante capitale. Pour pallier ces manquements en matière de santé de la reproduction des jeunes, l'étude recommande le renforcement de la sensibilisation, de la communication et du plaidoyer sur les services de santé de la reproduction pour une bonne appropriation par les jeunes. L'actualité sanitaire, c'est aussi cette adhésion de plus de 300 dockers du port de Ziguinchor à la couverture maladie universelle. Avec leurs familles, ils vont désormais bénéficier de soins adéquats dans toutes les structures de santé dans la région sud, où nous retrouvons notre correspondant permanent à Sanba.
Le Conseil sénégalais des chargeurs a remis des livrets de membres à plus de 100 dockers du port de Ziguinchor pour la couverture maladie universelle. Au total, c'est plus de 320 dockers et leurs bénéficiaires qui sont enrôlés dans la mutuelle de santé de Ziguinchor. Un geste qui sécurise davantage ces travailleurs, soutient Gorgui Camara, PCA de l'Union départementale des mutuelles de santé communautaires de Ziguinchor. L'enrôlement des dockers de Ziguinchor est motivé par la volonté du directeur général du COSEC pour prendre son personnel en charge sur le plan de la santé. C'est ce qui a motivé cette cérémonie qui est très sobre en fait. Parce que tout le monde sait que sans la santé, ces personnes-là ne pourront pas travailler comme il le faut. Ces dockers et les membres de leur famille auront accès aux soins dans toutes les structures sanitaires et des médicaments dans les officines privées de Ziguinchor. Et qui vont commencer à se soigner à partir des postes de santé, du centre de santé et des hôpitaux. Et qui pourront avoir aussi accès aux officines privées pour leurs médicaments. Chose qui était à un certain moment impensable pour cette couche de la population du Sénégal. Les dockers qui sont souvent victimes d'accidents et d'autres maladies vu le risque que comporte leur métier expriment leur satisfaction à l'endroit du COSEC qui ne cesse de les soutenir. On remercie le directeur de COSEC, en même temps son représentant qui est M. Massouba Diak qui est au port de Ziguinchor tout le temps. Nous on le considère comme un docker parce que tous les jours il est là. La couverture maladie universelle, une politique de l'État du Sénégal qui a pour objectif de prendre en charge les populations les plus démunies, comme à l'instar de toutes les autres couches de la population, afin de bénéficier des soins de qualité. Elles font également partie de la société avec les mêmes droits. Les personnes vulnérables et en situation de handicap, très souvent victimes de stigmatisation. Et pour aider à changer les mentalités, l'Agence italienne de la coopération au développement choisit la photographie plus que des mots, des images qui reflètent des vécus. Et voici l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Giovanni Umberto De Vito. Nous sommes très heureux d'avoir participé à ce projet, de l'avoir soutenu à travers notre agence de coopération au développement qui travaille beaucoup pour aider à surpasser des mentalités qui ne sont pas de notre jour. Et il faut toujours éduquer et augmenter la sensibilité des gens parce que les gens qui sont porteurs d'un handicap ne sont pas différents des autres. Et donc c'est très symbolique d'avoir cette exposition ici sur la corniche. Je crois que tous les pays ont besoin d'augmenter la sensibilité à cet égard. Donc il faut encourager. Il n'y a pas de pays qui peuvent donner des leçons. L'Italie et le Sénégal de ce point de vue sont au même niveau. Et ce qu'il faut, c'est que les autorités, mais aussi la société civile, mais aussi, je pense, les entreprises, parce que c'est très important d'offrir une éducation, une formation, des qualifications, mais c'est très important aussi d'inclure les gens qui sont porteurs d'handicap dans le lieu de travail. L'actualité ce lundi nous emmène dans le département de Foundiougne où la commune de Djirnda est confrontée à des problèmes d'infrastructure de base. Sa population interpelle l'État du Sénégal. Correspondance à Damassar. Située à 2 heures de pirogue de Foundiougne, la commune de Djirnda est composée de 12 villages. Aujourd'hui, cette commune manque de tout. Commune de Djirnda aujourd'hui, la plupart des 12 villages qui constituent la localité n'ont pas d'électricité. Il y a aussi 2 ou 3 de cette localité qui n'ont pas l'eau venant de Tasset. Il y a aussi les routes qui relient les villages n'ont pas quand même de ponts qui sont en bon adéquat. Baout Soum, il y a aussi Djirnda, il y a aussi Fambine, il y a Ngadior et pratiquement tous les élèves quittent leur village pour venir à Djirnda quotidiennement faire leurs cours. Dans cette île du Saloum, la plupart des jeunes sont des candidats à l'émigration clandestine. C'est pourquoi Mayekor Diouf appelle le président Macky Sall à ouvrir le port de Foundiougne pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi.
Nous avons le port de Founioun qui est aujourd'hui dans la territoire de la commune de Djirnda. Donc le port qui est inauguré depuis 2015 et jusqu'à aujourd'hui donc le port n'est pas ouvert. Donc nous sommes en tout cas dans cette lancée de combattre pour que le port puisse ouvrir et avoir en tout cas des contrats de travail pour la jeunesse du département de Founioun. Nous avons eu également à faire beaucoup de rencontres. Donc nous sommes dans une zone d'émigration clandestine. Aujourd'hui nous sommes à Djirnda. Il y a la commune de Dionewar, il y a la commune de Bassoul également. Donc beaucoup de jeunes de ces terroirs-là sont à l'étranger. Il y a également d'autres qui en tout cas périssent dans les eaux. Donc aujourd'hui, le président de la République doit pouvoir en tout cas accompagner les îles du Saloum dans l'emploi des jeunes et également d'autres projets, le financement et ainsi de suite, ainsi de suite. La commune de Djirnda est située dans le département de Foundiougne, dans la région de Fatick. Retour sur Dakar, la nouvelle politique d'industrialisation du Sénégal a été validée aujourd'hui. Le ministre du Développement industriel a décliné les axes prioritaires de ce programme. Les précisions de Abouté Disso et Barasso. Le Sénégal s'est doté d'une nouvelle politique industrielle riche de l'apport de plusieurs acteurs publics et privés. Basée sur 4 axes principaux, cette nouvelle politique ambitionne de faire du Sénégal l'un des pays les plus industrialisés d'Afrique, selon le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises. Moustapha Diop souligne par ailleurs que dans cette nouvelle dynamique, le secteur privé a un rôle primordial à jouer. Ce jour restera sans nul doute gravé dans les annales de l'industrialisation du Sénégal, car nous avons franchi une étape majeure dans ce processus en dotant notre pays d'une nouvelle politique industrielle. L'industrialisation est la voie obligée pour asseoir un développement durable et faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. La nouvelle politique et stratégie d'industrialisation est axée comme premier axe sur la transformation des matières premières agricoles, sylvopastorales et halieutiques, comme axe 2, la transformation des ressources minérales et hydrocarbures, comme axe 3, le développement de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacopée, et comme axe 4, enfin, le développement des industries à forte intensité technologique et innovation. Dans ce cadre, le secteur privé doit jouer un rôle primordial. Cet invite du ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises trouve un écho favorable au sein du secteur privé. Le représentant espère toutefois que cette nouvelle politique industrielle sera suivie d'effets. La politique industrielle qu'on est en train de mettre en place et qui a démarré d'ailleurs bien avant l'apparition de la pandémie avec quelques axes forts comme les agropoles, comme les domaines industriels, comme les zones économiques spéciales, tout cela participe à montrer que nous devons faire le maximum d'efforts pour que nos industries se fortifient. Je crois qu'il n'y a pas meilleur plaidoyer que la pandémie pour qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que nous devons compter sur nos propres forces. Et c'est pour ça que cette nouvelle politique qui a été initiée avec une démarche inclusive, faite en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, mais surtout avec nos industriels, nous espérons qu'elle sera suivie d'effets. Riche des enseignements tirés de la Covid-19, cette nouvelle politique industrielle, selon les acteurs, touche plusieurs secteurs d'activité et veut faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Autre chose, le mouvement de la réforme pour le développement social de Rufisque a tenu son 3e congrès ordinaire. Un nouveau secrétaire général a été désigné. Il s'agit du docteur Ousmane Diallo et dans ce journal, le secrétaire général sortant, docteur Mohamed Sall, au micro de Babacar Seck. Le MRDS, depuis sa fondation, a pour credo pour une véritable éthique en politique. C'était en octobre 1999. Alors depuis, comme vous le voyez, au début c'était pas évident que les gens comprennent qu'on parle d'éthique en matière politique, mais aujourd'hui c'est devenu, je crois, courant. Simplement parce qu'on a compris la centralité justement de l'éthique dans toute démarche de progrès. Efficacité politique, oui, parce que quand on est en politique, c'est pour faire des résultats conformément à ses attentes. Alors refondation, simplement parce que nous avons besoin quand même d'une refondation sociologique pour revoir encore notre base, pour l'améliorer, ce qui est le travail naturel de tout parti politique. Qui nous permet donc ce que nous voulons, c'est refonder notre base sociologique,
d'accord, pour faire plus d'efficacité avec, disons, un contrôle éthique. Alors, Ousmane Diallo, c'est d'abord, il vit aux États-Unis depuis 19 ans, il sera là dans quelques temps, Inch'Allah. C'est un docteur, c'est un médecin, il a fait sa thèse ici à l'université Cheikh Anta Diop avant de partir aux États-Unis. Arrivé là-bas également, il a fait une deuxième thèse justement en épidémiologie. Et donc il travaille dans un département américain médical aujourd'hui. Donc vraiment quelqu'un qui a des responsabilités aux États-Unis. Mais malgré ça, il est décidé à revenir au pays justement et tout laisser pour se battre justement, pour faire avancer un certain nombre d'idéaux. Et écoutez, nous venons de sortir d'un congrès, il y avait déjà une réflexion qui avait été entamée, mais évidemment que la nouvelle équipe va réfléchir avec justement les instances suprêmes de comité directeur pour voir un peu quelle est la conduite à tenir. Et cette actualité internationale en Guinée voisine, le principal parti de l'opposition est en train de sombrer. Les leaders qui le composent, dont Cellou Dalein Diallo, ne s'entendent absolument plus. Une situation de crise expliquée depuis Conakry par Mamadou Mokhtar Souaré. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour chers toutes et tous, c'est un plaisir de vous retrouver, l'ensemble des téléspectateurs de ITV. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, politique qui a lien donc avec l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Vous savez, c'est le plus grand parti politique, en tout cas parti d'opposition en Guinée, c'est le plus grand, c'est celui-là qui fait souvent, souvent fait peur donc, au pouvoir et Alpha Condé plus spécialement. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte que le président Alpha Condé est peut-être en train de réussir son pari parce qu'au sein de ce parti dirigé et présidé par Cellou Dalein Diallo, il n'y a plus entente, il y a crise apparemment. Et depuis quand? Depuis justement que les élections sont passées et qu'il y a eu un certain nombre de politiques et de leaders de ce parti mis en prison, il n'y a plus entente entre donc ces lieutenants à l'époque de Cellou Dalein Diallo en prison et Cellou Dalein Diallo lui-même. La preuve, c'est que récemment, ces leaders en prison ont, sans passer par le bureau politique ou par Cellou Dalein Diallo, invité l'État à un dialogue et chose aussitôt récusée et refusée par le parti et par Cellou Dalein Diallo lui-même. Alors qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est que finalement les deux ne conjuguent plus le même verbe. Cellou Dalein Diallo et ses lieutenants en prison ne s'entendent plus. Donc récemment, hier dimanche plus particulièrement, il y a eu donc réunion d'urgence au sein du parti et puis au sortir de cette réunion le président Cellou Dalein Diallo a entamé donc une série de visites. Il a tourné, il a rencontré certaines familles donc de ces leaders emprisonnés. Il leur a rencontré sans doute pour leur passer le bon message, sans doute pour se montrer, je pense, plus solidaire de leur situation difficile, car c'est justement ce qu'on reprochait au président Cellou Dalein Diallo, de montrer de l'indifférence par rapport à leur situation, alors que eux, donc ces lieutenants d'alors, aujourd'hui emprisonnés, ont tout donné pour lui, se sont battus pour lui. Et on a entendu le président Cellou Dalein Diallo lors de l'Assemblée générale de son parti inviter donc ces leaders-là à se rallier, inviter donc ces gens-là à venir laver, pour reprendre ses propos, le linge sale en famille. Le linge sale ne se lave pas dans l'espace public, pas dans la presse, etc., disait Cellou Dalein Diallo. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui est en train d'inquiéter en Guinée parce qu'on a l'impression finalement qu'il n'existe plus qu'un seul parti, celui du pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et l'UFDG, parti pourtant il y a quelques mois très très puissant, avec beaucoup de militants, être en train apparemment de sombrer. Et voilà, c'est la situation, c'est un peu l'actualité qui occupe un peu les débats ici. Et de ce point de vue, je pense que le pouvoir et en son tête le président Alpha Condé sont en train de réussir un grand coup. C'était donc la rubrique du lundi, Fenêtre d'Afrique. Allez, on enchaîne avec un mot de sport pour terminer. D'ailleurs, au football, Ligue 1 sénégalaise, la 20e journée s'est achevée hier sur de larges scores. Casa Sport a battu Dakar Sacré-Cœur par 5-0 et Teungueth FC a enfoncé l'AS Douane par 4-0. Les détails de ces matchs avec Cheikh Diop. En tout cas, les attaquants ont répondu présents à cette 20e journée de Ligue 1 et le palme revient au Casa Sport. Les victimes du jour s'appellent Dakar Sacré-Cœur.
Complètement à la rue, les académiciens ont été corrigés 5 buts à 0 et sont désormais 8e au classement. Les attaquants du leader rufisquois se sont également régalés. Teungueth a battu l'AS Douanes 4 buts à 0 et garde la tête du classement devant Pikine et Génération Foot. Les Grenades d'ailleurs qui n'ont pu faire qu'un match nul, 0 but partout devant Niary Tally qui évite toujours la relégation. Le Jaraaf revient à la 6e place grâce à sa victoire 2 buts à 0 dans le classique du championnat devant l'US Gorée. Ces insulaires de plus en plus proches de la 2e division. Jambar reste 4e grâce aussi à un large succès 3 buts à 0 face au Ndiambour de Louga qui garde 5 points d'avance sur Niary Tally mais avec un match de plus. Dans le derby de la Petite Corse, MPC s'est imposé devant le stade de Mbour sur la plus petite des marges, mais reste au contact de la zone dangereuse car stagnant à la 11e place devant le Ndiambour de Louga. Teungueth est toujours leader devant Pikine qui n'a pas joué son match face au Seneps. Génération Foot garde la 3e place mais talonné par Jambar qui revient à seulement 1 point. En Ligue 2, le leader Guédiawaye maintient son rythme infernal et se rapproche de plus en plus de la première division. Les poulains de Aliou Mbaye ont battu le port autonome de Dakar 2 buts à 0 et creusent l'écart avec la Linguère de Saint-Louis qui n'a pas encore joué son match de cette journée. Duc a battu Amitié FC 1 but à 0. L'US Ouakam est également allé s'imposer sur le même score à Massen-Sène face à AJ Fatick. Et enfin, pas de but entre Renaissance de Dakar et la Sonacos de Diourbel. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Demain, nous serons encore ensemble pour le 19h45.